toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va parler Bitcoin aujourd'hui, quelques news, notamment sur la dette étudiante aux États-Unis. Joe Biden applique sa promesse de campagne, c'est passé milieu de semaine dernière. On parlera aussi d'un graphe de M. Cookie qui a trouvé ça sur Twitter par rapport à notre EMA en 50 et 100 périodes en weekly. Et j'ai eu pas mal de demandes, notamment sur des personnes qui ont des enfants et qui souhaitent potentiellement investir des toutes petites sommes d'argent en mode dollar cost average sur des cryptoactifs ou pas forcément des cryptoactifs, éventuellement une solution pour vous. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 euros. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois. Elle est là pour vous, 18 pages. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On parle de Bitcoin, on en avait parlé, rappelez-vous la semaine dernière, par rapport à cette zone de rechargement, d'achat court terme, moyen terme. On est actuellement en daily, on est en train de travailler à l'intérieur de ces deux bornes entre les 618 et les 686 de retracement Fibonacci. Les acheteurs doivent se montrer dans cette petite box juste ici. On commence à avoir potentiellement des petites bougies vertes en ce lundi matin. Est-ce qu'on va clôturer ou pas dans le vert? La question reste ouverte. Je le rappelle très régulièrement, lorsque le S&P 500 clôture dans le rouge, généralement les débuts de semaine sont rouges. Malheureusement, on vient de casser le premier arrêt. On en avait beaucoup parlé par rapport à ces 4112 points ou 4114 points. Vous savez, cette magnifique ligne jaune qui faisait office de support après avoir été résistance. Elle a complètement été brisée suite au discours de Jérôme Powell qui n'a pas forcément été bien pris par le marché. Le premier qui bouge hyper. Malheureusement, c'est la baisse et c'est le sud qui a été choisi. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Toujours pareil, des objectifs de prix. On peut se retrouver dans une zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme par rapport à notre S&P 500. On va le tracer ici par rapport à nos Fibonacci. C'est toujours la même chose, toujours la même mécanique. Vous savez, très bête et discipliné chez les rois. Premier arrêt juste ici. On est en train de le travailler par rapport à tout ce précédent mouvement. Si on vient à le tenir, c'est plutôt positif. Sinon, tour dans une zone de rechargement d'achat. Mais on n'y est pas. Voilà, par rapport à tout le précédent mouvement, jusqu'à preuve du contraire, tant que le premier est atteint, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Sinon, on ira chercher potentiellement cette ligne de coup d'un précédent magnifique W Weekly, qui pour moi sont des supports et des bottoms de marché, ici sur les 3900 points. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Je le rappelle, je le rappellerai jamais assez, tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Néanmoins, je pense que ce que voulait faire le marché a plutôt bien réussi, c'est de mettre un maximum de personnes du mauvais côté du trade. Je pense qu'une grande majorité du public est actuellement très baissier, voire extrêmement baissier, et on target des objectifs à 14 000 $, 12 000 $, etc. Et on ira potentiellement pulvériser ces précédents bottoms de marché, ou en tout cas ces précédents plus bas. Je le dis, je le redis, si on vient à travailler sur le S&P 500, car tout va mal très probablement, en dessous ici des 3640 points, alors on piégera un magnifique W Weekly dans les W Weekly, dans un énorme M-top en mensuel. Et ça, c'est pas bullish l'histoire. À ce moment-là, on ira chercher des objectifs beaucoup, et je dis bien beaucoup plus bas. On les avait peut-être déjà tracés ensemble, on peut les reprendre. Juste ici, peut-être sur cette ancienneté, voilà, juste ici, donc les fameux 3000 points psychologiques, on pourrait y revenir par rapport à une zone de rechargement long terme, voire très long terme d'achat en classe éco ici, vis-à-vis de nos précédents bottom de marché, c'est juste là, vis-à-vis du crack Covid, c'était en mars 2020, on pourrait y revenir et faire un petit tour, 3000 points, on l'avait dit ensemble, on navigue dans un environnement foncièrement baissier, les rebonds sont faits pour être shortés, on peut très bien aller chercher bien sûr une zone de rechargement de vente logique juste ici, parfaitement entre les 618 et les 586 pour en fait que le fondamental rattrape la technique et aller plus bas que terre. Ce qui nous donnerait potentiellement des impulsives sur Apple qui continuent en fait à maintenir de relativement plus haut malgré des retracements complètement logiques qu'on avait déjà observé ensemble. On y revient souvent sur Apple. Pourquoi? Parce que c'est clairement lui qui lead le marché. On a parfaitement eu cette réjection sur cette fameuse ligne de tendance. C'est ici que les vendeurs devaient se positionner de façon extrêmement agressive, très proche des 176 $ par rapport à l'action Apple. C'est fait. Maintenant, attention, toujours la même chose, on efface ceci et on va chercher des objectifs. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut, donc on peut venir très probablement sur les 158 $ pour derrière structurer une continuation haussière. Les traders de tendance et de suivi tendance, swing traders se positionneront dans un premier temps ici, puis une zone de rechargement d'achat long terme, etc. Ceci n'est pas bearish sur Apple, malgré tout le narratif et tous les scénarios qu'on peut se dire, on reste haussier sur des bottoms de marché
évidemment. Ça, c'était super important. Je partage un petit graphe très rapidement. On va revenir juste on va aller plus bas sur l'index, je trouvais ça plus intéressant. Par rapport à notre EMA50, EMA50, EMA100, en weekly, ici on est potentiellement très proche d'un cross. Donc ça a été partagé par Monsieur Cookie, juste ici, avec pas mal de petites informations. Donc c'est pas lui, je crois qu'il l'a réalisé, c'est plutôt sur Twitter qui a été partagé, et on a en réalité des similitudes, ou ce qu'on appelle des confluences par rapport à des fractales qui s'étaient déjà passés dans le passé. On a perdu 60%, ici on perd exactement 60%, on est actuellement sur le Bitcoin en linéaire, on est dans un magnifique canal haussier, et c'est très intéressant de l'observer. Pourquoi ? Parce que Bitcoin a toujours été haussier, et ce depuis sa création en 2008. Donc est-ce qu'on peut potentiellement structurer des W weekly dans un magnifique W weekly, voire un W mensuel en linéaire? Oui, parfaitement, pour aller chercher un objectif de prix très proche des $60 000, $65 000 dans une zone de rechargement de vente très long terme. Et c'est ici potentiellement que le narratif se mettra en place par rapport à un fondamental qui s'est écrit: tout va mal, alors on devrait faire de nouveaux plus bas, retourner dans un bear market extrêmement long, potentiellement de 700 jours, pourquoi pas 2 ans et demi, mais bien évidemment que les vendeurs à découvert les hausses se feront bien évidemment dans le déni, et on ira chercher très probablement les vendeurs à découvert. Pourquoi je dis ça ? Puisque si vous allez faire un tout petit tour sur Kingfisher, il y en a des vendeurs à découvert. Je vous avais dit, c'était la fin de semaine dernière, faites attention, on peut faire de nouveaux plus bas, on peut aller chercher une zone de rechargement d'achat, malgré que ceci n'existait pas à ce moment-là. Donc on était plutôt dans ce type-là, on avait quand même plus de volume ici, ou en tout cas plus d'ordres positionnés sur des liquidations, aux alentours des $40 millions, $45 millions, et on avait même vu que sur Ethereum, qui est extrêmement leveragé actuellement par rapport à The Merge, avait beaucoup plus d'open interest que Bitcoin lui-même, malgré que ce soit le king des crypto-monnaies. Et je vous avais dit, attention, c'est pas si élevé que ça. Maintenant, c'est élevé, c'est même monté à $150 millions. On est proche des $100 millions d'open interest en numéraire ici sur Bitcoin. On pourra très probablement venir les chercher, donc en retour c'est les $24 000, tôt ou tard, n'est pas à exclure, évidemment. Pour moi, on reste dans la chasse à la liquidité, c'est clairement pas bullish, bien évidemment, ce qu'on est en train d'observer, juste ici. Maintenant, ce sont les acheteurs qui sont sous l'eau et non pas les vendeurs. Les vendeurs sont complètement en contrôle, on est bien d'accord. Les vendeurs sont complètement en contrôle. Il faut réagir ici. Est-ce qu'on le joue, est-ce qu'on le joue pas ? Toujours pareil, si vous êtes trader ou swing trader ou trader de contre-tendance, on achète, ou range trader, on achète des bas de range, donc vous avez des premières localités d'achat ici. Attendez potentiellement des confirmations de divergence, on en a partagé, notamment en 4 heures. Juste ici, c'était sur le Discord, je crois que c'était hier ou avant-hier qu'on avait partagé ça. Vous avez des divergences qui sont en train de se mettre en place. On avait un triangle qui était en train de se former ici. Est-ce qu'on joue ces triangles ? Vous pouvez les jouer, hein, c'est relativement difficile à jouer, mais si vous vous posez la question sur un triangle de contraction, notamment sur le prix ou sur un momentum, et quel est le plus probable ? C'est très simple, vous allez chercher la tendance de fond sur la time frame supérieure. La time frame supérieure vous indique que c'est baissier. Dès lors, vous avez tout simplement plus de chances d'aller chercher les objectifs de ce triangle de contraction ou de compression à la baisse, parfaitement réalisé. Bravo à vous, vous allez chercher les pointes ici, vous allez chercher par rapport au breakout, et on va chercher l'objectif. C'est chirurgical. Vous serez toujours gagnant vous serez plus majoritairement gagnant, donc c'est du 51-49, c'est pas la Bérésina, si vous suivez la tendance. Pourquoi ? Puisque la tendance est votre ami. Le cours est 80% en range, 20% en tendance. 80% en range, 20% en tendance, évidemment. Ça, c'était super important. Pourquoi on parle beaucoup en fait de cette EMA50, j'y reviens, par rapport à cette EMA100 sur le weekly ? En fait, c'est très simple, puisque à chaque fois qu'elle a été cross dans le passé, je suis actuellement sur l'index, on était extrêmement proche d'un retournement haussier violent, retour du bull market. Donc ici, on l'avait parfaitement encadré. Ici, on est en train potentiellement de l'observer. Et si on revient dans le passé, bien évidemment, ça s'est passé que 3 ou 4 fois. Si on avait un petit peu d'historique, juste là, on était proche ou sur des bottoms de marché, malgré qu'on est parti chercher de la chasse à la liquidité, malgré que le Bitcoin, à ce moment-là, était extrêmement peu liquide. On parlait pas de 1000 milliards de dollars sur les cryptoactifs à ce moment-là. Et là, vous avez potentiellement exactement la même chose, mais il y a peu d'historique par rapport à notre index, malgré qu'il aille jusqu'en juillet 2010. Voilà pour ça. Donc, est-ce que c'est un signal de plus ? Oui, c'est un signal de plus qui indique qu'on est potentiellement beaucoup plus proche des bottoms de marché que des tops de marché. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas ? Évidemment, c'est clairement le marché qui décide de la direction, et on a plutôt des acheteurs qui sont relativement motivés actuellement sur ce Bitcoin. On a un open interest qui continue à s'apprécier malgré des fundings relativement négatifs, donc on pourrait aller chercher de façon relativement violente une chasse à la liquidité. Les market makers pourront se positionner plutôt à contre-courant de la majorité, donc ici plutôt à la hausse, mais on a quand même des ratios long-short qui sont relativement en faveur des longues jusqu'à preuve du contraire. En somme, qu'est-ce que cela traduit ? C'est que les acheteurs
achète ce diff de façon extrêmement agressive et ne lâche pas. En somme, je vous le fais en 1000. Actuellement, on achète le dip, 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 on achète le dip. Donc faites très attention, nous sommes dans une dynamique potentiellement baissière ici, en tout cas sur des time frames inférieurs au daily. Donc c'est très difficile de jouer des rebonds. On n'achète pas des coups qui tombent. Attendez des constructions, on l'avait bien analysé ensemble, cette fameuse box. Alors est-ce qu'on peut potentiellement attendre des petits retracements? Oui, évidemment, on peut attendre des petits retracements. Je vais revenir un petit peu en arrière. On va venir sur une autre time frame éventuellement. Comme ça, c'est un peu moins de gribouillé. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Ici, en daily, touc. Voilà, juste là, attendez potentiellement des petites structures. Voilà, tout simplement. On avait des ratios de 1 pour 1. On n'est même pas allé chercher notre ratio de 1 pour 1 par rapport à notre 3-8-2. C'est extrêmement baissier. On peut l'annuler. Soyez vigilants par rapport à ça. On l'avait bien identifié, donc plutôt content de l'observer. Il ne fallait pas se jeter sur un milieu de range, je vous l'avais dit, c'est plutôt le public qui se positionne sur un milieu de range, malgré qu'on avait des choses relativement positives sur des ravalements de bougies une fois, 2 fois, 3 fois en daily jusqu'à preuve du contraire, et derrière ça craque. Le discours de Jerome Powell a donné une résolution, mais pas nécessairement une direction, que ce soit sur le moyen long terme. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours dans un range, haut de range, bas de range. On l'avait aussi bien identifié ensemble, je l'ai partagé sur le Discord par rapport à notre RSI en 14 périodes, toujours en weekly. On a breaké juste ici notre trendline, soyez très vigilants. Ici, les acheteurs doivent se positionner. Donc on a bien clôturé en dessous, donc c'est pas très bullish l'histoire. Donc maintenant ça devient résistance et non support. Il faudrait vraiment avoir une résolution extrêmement violente pour aller chercher cette nouvelle résistance ici par rapport à notre trendline, et c'est là qu'on prendra potentiellement une décision. Je le dis de façon extrêmement régulière. Vous savez, sur le récit en 14 périodes, vous mettez en weekly, vous dites est-ce que c'est haussier, est-ce que c'est baissier. Vous avez votre ligne de neutralité, c'est bien sûr un indicateur borné de 0 à plus 100 ici, et derrière, tant qu'on évolue en dessous de la neutralité des 50, alors c'est baissier sur le long terme. Le jour où on vient à clôturer, à structurer des choses au-dessus de cette ligne de 50, à ce moment-là, nous serons haussiers. Les premiers indicateurs qui pourront nous donner une direction de prix seraient une clôture franche, voire un pullback sur cette magnifique ligne de tendance. Et c'est ici que le signal et retour possible d'un bull market nous sera donné. Je le dis, je le répète, il faudra du temps. On a le temps chez les rois, soyez patients. Maintenant, pouvoir encadrer des achats, notamment sur Bitcoin, ou potentiellement sur Ethereum, qui est en train de travailler son premier arrêt actuellement. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'encadrer des achats sur Bitcoin juste en dessous des 20 000 $ prix psychologique? Oui, bien évidemment. Toujours en mode dollar cost average, on ne se surexpose pas, on ne met pas des leviers x50, x100 en tant qu'investisseur. On garde ça pour les scalpers qui savent parfaitement ce qu'ils doivent faire, évidemment, et derrière, encadrer les achats dans ces zones de prix n'est pas un mauvais investissement, malgré qu'on a des énormes box en or ici, qui pourraient nous retrouver vers les 12 000 $. Il faut que ceci soit une opportunité pour vous, et non pas une souffrance extrême. Ne capitulez pas si jamais on vient à travailler en dessous des 17 600 $. Ça voudra dire que vous êtes tout simplement surexposé, et vous ne devez pas vous surexposer sur les marchés financiers, encore moins sur des cryptoactifs. Tous les retracements, tous les plongeons de Bitcoin au sud doivent être considérés comme des opportunités d'achat et non pas des capitulations extrêmes ou des souffrances extrêmes. Les émotions ne sont pas l'ami des investisseurs sur le moyen long terme, évidemment. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire au niveau du Bitcoin. On va bien revenir par rapport à ce qu'on avait dit en fin de semaine dernière, par rapport au consensus de notre augmentation des taux par rapport à la Banque centrale américaine. On repasse à 70%, donc jusqu'ici 68%. Donc ce sont des analystes qui votent de façon presque algorithmique, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt des panels d'analystes qui sont mandatés par rapport à ces groupes pour donner en fait des prédictions ou des sentiments ou des intuitions pour éventuellement donner en fait ce que la Banque centrale et ce que Jérôme Powell décidera avec les gouverneurs de la Banque centrale américaine par rapport à une augmentation de taux probable. Actuellement, 70% quasiment, plutôt sur une augmentation de 0,75 points. Clairement, on envoie l'économie américaine dans le mur et dans une récession très probable, malgré qu'on y soit déjà par rapport aux indicateurs techniques simplistes, donc 2 trimestres consécutifs en négatif, c'est une récession. Alors différence entre récession et dépression, vous la connaissez. Récession, c'est quand c'est un problème donc structurel de marché par rapport à un problème d'offre. Dépression, c'est quand ça touche la demande. Dès qu'on commence à baisser les salaires ou augmenter les impôts et toutes les panoplies, donc augmenter les taux d'intérêt par exemple, comme c'est en train de se faire notamment pour des crédits à la grande consommation ou des crédits immobiliers, on peut rentrer dans une dépression. La dépression touche la demande, les récessions touchent l'offre généralement. Voilà, ces 2 indicateurs,
ont un rôle à jouer sur l'inflation. Malheureusement, les banques centrales, on le répète dans la vidéo de samedi matin, si vous l'avez loupé, elle était extrêmement intéressante, je pense, j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est plutôt un problème d'offre et non pas un problème de demande. Ce qui me donne la possibilité d'aller chercher ce qui est en train de se passer par rapport aux news qui sont passées. On commence par la dette étudiante américaine. Joe Biden efface une toute petite partie de la dette étudiante, donc c'est très minime, on parle de un petit peu moins de 4 milliards de dollars. Je rappelle que le poids de la dette américaine étudiante est estimé à environ 1600 milliards de dollars. C'est plus de la moitié, voire 70% du PIB français, et ça représente 45 millions d'Américains. D'accord ? Donc, potentiellement, c'était une promesse de campagne par rapport à des prêts fédéraux qui avaient été donnés à des universités qui ont été condamnées, qui n'avaient pas proposé des cursus aussi gratifiants que cela pouvait paraître par rapport à des sommes qui étaient extrêmement importantes par rapport à un boulot futur. Donc ça a été jugé et Joe Biden a décidé, sur une grande partie de ces personnes-là, de rembourser une toute petite partie de leur dette américaine. La dette américaine, en moyenne, me semble-t-il, c'est 35 000 dollars par Américain en moyenne. Et là, potentiellement, il supprimerait 10 000 dollars, voire 20 000 dollars par rapport à des personnes qui toucheraient les personnes les plus modestes et à partir de 125 000 dollars par an par rapport à des personnes qui sont écrasées finalement par ce poids de la dette. Donc c'est une toute petite goutte d'eau, hein, c'est vraiment un pas de fourmi évidemment, mais ça peut permettre en fait d'enclencher un regain très léger au niveau de la consommation, notamment chez les jeunes et les moins jeunes qui sont encore soumis à ces prêts hypothécaires de la dette étudiante. Donc c'est toujours intéressant de l'observer, puisque les politiques, généralement, sont dans le sens de leurs électeurs, et les banques centrales qui sont indépendantes par rapport au gouvernement et par rapport aux politiques, sont plutôt dans le sens de leurs obligations, et sont plutôt en faveur, généralement, des marchés financiers, sont très corrélés aux marchés financiers. Donc ces deux tons de mesure, Biden joue son rôle de président et garant de ses administrés, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, malgré beaucoup de détracteurs, vous pouvez bien sûr l'imaginer. C'est un peu ce qui se passe actuellement en France, notamment avec des bons repas ou avec des actions qui sont menées sur l'énergie, qui sont menées sur le gasoil, qui sont menées sur l'essence, etc. Donc chacun fait un petit peu avec ce qu'il a en fonction de son électorat, vous pouvez bien l'imaginer. C'est une certitude absolue. Deux petites choses qui sont en train de coincer par rapport, à la Hongrie. La Hongrie va ajouter de nouveaux réacteurs nucléaires à sa centrale nucléaire avec l'aide de la Russie. On parle de 12,5 milliards d'investissements, 10 milliards de prêts hypothécaires par rapport à la Russie et offerts par la Russie. Donc en gros, je te file l'emprunt et je t'installe les centrales nucléaires et tu me rembourseras pendant que tu pourras me rembourser. C'est un petit peu l'idée. Donc c'est un petit grain de sable. On le sait que la Hongrie est relativement proche de la Russie, donc ils travaillent beaucoup ensemble, ils sont très corrélés, beaucoup de gaz, etc., beaucoup d'énergie, beaucoup de partage d'import-export par rapport à la Hongrie. Donc c'est un petit peu le grain de sable, la Hongrie, vous savez, dans tout le consensus par rapport aux sanctions économiques qui sont imposées à la Russie. Est-ce que c'est à prendre en compte ? Pas nécessairement. Il y a d'autres grains de sable, parce que ce que fait la Hongrie, c'est probablement pas bien pour une grande majorité d'entre nous, par rapport au consensus. Et de là où Russie c'est les méchants et l'Europe c'est les gentils, ou les États-Unis c'est les gentils, vous savez toujours le même narratif. Par contre ça, c'est un peu plus un grain de sable. En pleine guerre, la France reçoit de l'uranium russe. Alors oui, ce sont des anciennes commandes, etc. pour pouvoir livrer des réacteurs français, pour pouvoir redémarrer nos centrales. En somme, ils nous coupent le gaz, mais ils ne nous coupent pas le gaz par rapport à des sanctions, ils nous coupent le gaz par rapport à des maintenances. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça la réalité. C'est que par rapport à Stream 1, Stream 2, par rapport au gaz russe, ce n'est pas aujourd'hui dans la didactique diplomatique réelle par rapport à nos échanges commerciaux, c'est des problèmes structurels, ce sont des problèmes, alors pour eux, après on imagine très, très clairement ce qu'on veut, mais c'est des problèmes de turbines, ce sont des problèmes de maintenance, ce sont des problèmes d'usure, donc on doit couper et réduire les acheminements de gaz par rapport à l'Europe. Alors de façon extrêmement petitissime, on dit oui, mais c'est par rapport aux sanctions. Bon, on va pas refaire le monde, vous imaginez bien, mais dans l'idée, dans ce jeu de dupes, si vous voulez, c'est à peu près ce qui doit ressortir. Ce sont des problèmes structurels, des problèmes de maintenance. Donc on reçoit de l'uranium en plein conflit, alors que la France est plutôt un fer de lance par rapport aux sanctions économiques, main dans la main avec les États-Unis vis-à-vis de la Russie. Donc ça, c'est plutôt un grain de sable. Dès lors, par rapport à la résonance que je voulais vous dire, parce qu'il y a toujours des conclusions qui sont intéressantes, qu'est-ce qu'on doit en tirer ? C'est que les problèmes d'acheminement, les problèmes énergétiques, les problèmes comment on dit ça, les problèmes de production énergétique, etc., sont des problèmes de fond, en réalité. Et ça continue à tourner malgré toutes les guerres qu'on peut avoir, tous les problèmes géopolitiques et toutes les confrontations qu'on peut avoir, en réalité. D'accord ? Donc on s'organise
pour pouvoir subvenir à nos besoins futurs, et c'est clairement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Donc on nous prend peut-être un petit peu pour des benets, mais en réalité, les gars n'ont pas arrêté l'économie. Donc ça les a fait vaciller, ça les a fait retracer, mais ça ne les a jamais arrêtés. On continue à faire du business, évidemment, avec la Russie par rapport à des contrats, et encore aujourd'hui, même par rapport au gaz, par rapport à la Russie, malgré tout ce qu'on peut en dire sur les plateaux TV. Voilà pour ça. Deuxième petite news très intéressante, la BCE, il faut combattre l'inflation, même au risque d'une croissance plus faible et d'un chômage plus élevé. En somme, on nous explique, on l'avait déjà beaucoup évoqué sur les dernières semaines, c'est qu'on va tout droit dans la récession, et il semblerait que la BCE souhaite relever de façon relativement agressive, on parle de plus 0,75 points sur la BCE par rapport au taux directeur, ce qui aura bien sûr un impact sur nos crédits futurs, notamment crédits à la consommation, mais crédits immobiliers également. Il faut faire extrêmement attention et être extrêmement vigilant par rapport au crédit immobilier, qui représente une part non négligeable de notre PIB, notamment en France. On parle de près de 25%. Donc si on commence à grincer au niveau des prêts immobiliers, ça risque d'entraîner de façon plus précipitée la France et donc le reste de l'Europe dans une récession programmée. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui anticiper. Il ne faut pas le balayer d'un retour de main. L'inflation ne se régulera pas par elle-même. Et le problème, comme beaucoup de nos confrères de banques centrales, que ce soit banque centrale européenne, américaine ou partout dans le monde, réellement, ils ont plutôt un pouvoir sur des problèmes de demande et non pas un problème d'offre, évidemment. Je finis juste cette vidéo et j'espère que je vous aurai aidé d'un point de vue un peu géopolitique pour vous remettre un petit peu dans un petit peu de prise de recul. Pourquoi ? Parce que en réalité on a l'impression que ça y est, c'est soit vert, en fait c'est soit blanc, soit noir. En réalité c'est pas blanc ou noir. On continue à commercer avec nos frontaliers, on continue à commercer avec la Turquie, on a scellé d'ailleurs des jolis partenariats avec l'Algérie. Potentiellement on augmenterait de 50% notre importation de gaz, donc c'est très intéressant, c'est passé, on en avait déjà parlé ensemble, c'est tombé, c'était une évidence absolue qu'on était surtout parti là-bas pour ça, mais il ne faut pas dire que ce soit noir, soit blanc, il faut naviguer, et les marchés s'équilibrent par rapport aux news et par rapport aux informations qu'elles ont à l'instant T. On finit juste sur Bitpanda. Vous savez, vous avez un lien aussi, parce que j'utilise personnellement Bitpanda pour des investissements plutôt passifs sur du très long terme. Je fais un petit peu de dollar cost average sur pas mal d'actifs, sur pas mal d'actions, notamment technologiques, mais aussi sur quelques crypto-actifs extrêmement capitalisés. Et il y en a beaucoup qui me demandent, notamment dans les commentaires, je l'ai revu passer plusieurs fois, donc je préfère en parler. Bitpanda propose par exemple des index sur les crypto-actifs, donc les 10 plus grosses capitalisations, qui vont en fait être abondées par rapport à leur performance de volume et leur performance de market cap, etc. Donc vous avez beaucoup d'outils sur Bitpanda qui proposent ce type de choses. Ils se sont gargarisés d'être les premiers à proposer ce type d'outils, notamment en France. Donc ça peut être une alternative crédible si vous souhaitez, parce que c'est un petit peu les questions qui reviennent. Voilà, j'ai 2 enfants, j'aimerais leur proposer un petit portefeuille, mais voilà, 25 € par mois ou 50 € par mois, vous savez, comme on fait sur un livret A ou sur un livret jeune ou sur une assurance vie, mais peut-être mettre 30 ou 40%, quelques euros par mois en fait, plutôt sur un compte entre guillemets un peu crypto. Et vous avez des outils comme BCI 5, BCI 6, BCI 25, etc. Plutôt sur des crypto-actifs. Vous en avez d'autres sur des ETF plutôt Word ou des ETF plutôt techno sur des actions américaines, etc. J'en fais pas forcément la publicité, c'est juste que je l'utilise en réalité. Je n'ai pas de partenariat avec Bitpanda, mais ce serait peut-être intéressant pour le coup d'en faire un. Et vous avez un lien dans la description si vous voulez bénéficier. Je crois que c'est 10 € offert pour 25 € de placement. Donc ça peut être intéressant. Et ils ont le PSAN. Voilà, donc c'est régulé par la Haute Autorité des marchés financiers français. Ça peut être éventuellement une très bonne alternative. Je le fais personnellement. Voilà, donc vous pouvez éventuellement vous renseigner avec grand plaisir, de discuter de ça sur le Discord. Voilà pour ça. Rien de plus à dire, soyez patient, soyez vigilant, jouez votre trading jusqu'à preuve du contraire. On est plutôt sur une dynamique relativement baissière, on arrive dans des zones de rechargement d'achat. Est-ce qu'on shorte le Bitcoin ici ? C'est malheureusement plus le moment de shorter le Bitcoin dans des zones de rechargement d'achat. Généralement, on essaye plutôt de trouver des achats dans des zones de rechargement d'achat plutôt que des ventes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.